Mais c'est vrai. Et notre invité politique ce matin, c'est Sébastien Chenu. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, porte-parole du Rassemblement national, porte-parole de la candidate Marine Le Pen. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Sébastien Chenu, on va bien sûr parler du programme de Marine Le Pen, de sa campagne, mais d'abord l'actualité. Cette nuit, c'est cette grande offensive qui a été lancée par les Russes dans l'est de l'Ukraine. On l'a redoutée, offensive pour prendre le Donbass. Marine Le Pen l'a immédiatement condamnée, cette offensive. Comment on peut imposer la paix à Vladimir Poutine aujourd'hui ? Par la diplomatie, c'est le seul chemin. C'est le seul chemin viable, c'est faire en sorte que non seulement les pays concernés, mais également tous ceux qui sont autour, tous ceux qui peuvent aussi avoir de l'influence sur la Russie, réussissent à amener la Russie à une table de négociation. Et qui a de l'influence sur Vladimir Poutine aujourd'hui ? Écoutez, je pense qu'il y a, à travers effectivement des pressions, mais aussi à travers des discussions, je pense que la Russie ne vit pas en vase clos et que son intérêt, au bout du compte, ce sera aussi que cette guerre cesse. La Russie ne peut pas s'enfermer dans une guerre comme celle-ci. De toute façon, si ce n'est pas la diplomatie, c'est la guerre. Il n'y a pas d'autre solution que la diplomatie, et on l'a vu dans tous les grands conflits du monde. Il faudra un moment que la Russie accepte de se mettre à cette table des négociations. Je crois que la France porte cette voie, en tous les cas, et nous ne comptons pas, évidemment, parasiter l'action diplomatique de la France. Il faut continuer à négocier, continuer à parler. Marine Le Pen avait évoqué la possibilité d'un rapprochement avec Vladimir Poutine une fois la paix conclue entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'on peut, même une fois la guerre terminée, continuer à discuter avec Vladimir Poutine après ce qui s'est passé ? Souhaitons que Vladimir Poutine passe la main à un moment à des dirigeants qui soient probablement plus acceptables en termes de relations. Mais ce qu'il faut, c'est surtout parler avec la Russie après. On s'est réconciliés dans notre vie avec des pays avec lesquels nous avons été en guerre, avec lesquels les souffrances ont été très fortes. On s'est réconciliés, et heureusement, avec l'Allemagne, notre voisin. Il faudra un moment se réconcilier, trouver les chemins du dialogue avec la Russie. Avec la Russie, mais pas avec Vladimir Poutine. Souhaitons que ce soit quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore la capacité de décider qui va gouverner la Russie après. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que la Russie soit gouvernée après par un gentil démocrate ou un gentil républicain, et pourtant, il faudra parler avec eux. Ou alors, ça veut dire qu'on accepte tout simplement que la Russie se tourne définitivement vers la Chine. Et je pense que c'est accepter des dangers que de laisser cela. Moi, je pense qu'il faudra de toute façon reparler après la signature de la paix avec la Russie, avec ses dirigeants. Souhaitons que ce ne soit pas Vladimir Poutine, bien entendu. Alors, on va parler de la campagne et du programme de Marine Le Pen. Et vous l'avez sûrement entendu, évidemment, ce week-end, Emmanuel Macron qui a vivement attaqué Marine Le Pen sur la question de l'écologie, incompétente et climato-sceptique, a-t-il dit. Que répondez-vous ? Mais je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron hystérise le débat en insultant ses adversaires. Je veux dire, Emmanuel Macron, il a un bilan, tout le monde l'a vu, la France a été condamnée pour inaction climatique sous son quinquennat. Il a une logique. Même si ça datait d'avant, ça commençait à 2015. Bon, il était déjà d'ailleurs avant au gouvernement. Donc il a une logique qui est libérale, et moi je pense que c'est cette logique ultra-libérale qui amène du réchauffement climatique, par exemple. Donc je pense que c'est deux logiques très différentes. Emmanuel Macron a une logique libérale, productiviste, et aujourd'hui, il rejette sur les autres la faute. Moi, je crois que son bilan ne parle pas pour lui. Il nous a démontré que son bilan était très faible en matière de climat. D'ailleurs, la France a été dénoncée, d'ailleurs aussi par les associations, les organisations écologiques. Donc, c'est pas la peine d'insulter les autres. Il y a deux logiques différentes. Nous, on a une logique qui est celle du localisme, produire au plus près de l'endroit où on consomme, celle des circuits courts, celle de l'économie circulaire, celle du nucléaire, celle de l'hydrogène. Ça, c'est tout ce qu'on développe. C'est tout ce qu'on propose. Mais justement, puisque vous parlez du nucléaire, les énergies renouvelables, on a l'impression que c'est pas votre priorité. Il y a d'ailleurs pas de financement, en tout cas des financements en moins dans votre programme pour les énergies renouvelables. Est-ce que vous allez détruire les 9000 éoliennes existantes dans le pays ? Alors, plusieurs choses. D'abord, le GIEC ne condamne pas le nucléaire et reconnaît la part nécessaire du nucléaire dans l'écologie. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne... Mais c'est combien la part avec Marine Le Pen ? C'est 100% nucléaire ? Non, nous avons dit que nous avions un grand projet, notamment d'investissement sur l'hydrogène. Vous savez qu'il y a des puissances comme la Chine qui ont investi des milliards à l'heure où la France n'a investi que très peu sur l'hydrogène. Moi, je l'ai vu
pendant 5 ans dans les budgets qui ont été votés au Parlement, l'investissement sur l'hydrogène, il est ridicule. Eh bien, c'est cet investissement qu'on souhaite développer. Et puis sur les éoliennes... Donc là-dessus, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, puisque lui aussi parle d'investissement. Oui, mais enfin, sauf qu'il n'a rien fait. C'est toujours pareil. Emmanuel Macron finit par être d'accord avec tout le monde pendant la campagne électorale, sauf qu'il n'a rien fait pendant 5 ans. Alors, sur les éoliennes, qu'est-ce que vous faites des éoliennes? Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'abord arrêter tout subventionnement à l'éolien. Ça coûte cher, c'est une énergie intermittente et chère, c'est-à-dire que je vous le rappelle, quand l'éolien ne tourne pas, on fait appel aux énergies polluantes pour prendre le relais. Donc c'est quand même pas très efficace. C'est très destructeur de paysages, y compris de fonds marins, très destructeur d'emplois, parce que je vous rappelle que les pêcheurs, par exemple, de la baie de Somme, de Dieppe, etc., en tout cas de la Seine-Maritime, peuvent s'inquiéter légitimement de voir des éoliennes, des champs d'éoliens offshore s'implanter. Et puis c'est très laid. Ça abîme aussi nos paysages. C'est pas anecdotique de dire c'est très laid. C'est le visage de la France qui change. Donc nous, on arrête de les subventionner. Mais celles qui existent. Alors, puisqu'on arrête de les subventionner, on fait d'ailleurs des économies. C'est de l'argent qui ne sort pas. Celles qui existent, lorsqu'elles arrivent à terme, nous demandons, c'est là où on change les règles du jeu, nous demandons aux entreprises qui les ont implantées, eh bien de les démonter, de ne pas laisser les maires, moi j'ai rencontré des tas de maires de petites communes, avec leurs éoliennes, au bout de 10 ans, à devoir être démontées à leurs propres frais. C'est là où il faut changer les règles du jeu. Mais donc, c'est pas dans l'immédiat. Vous démontez pas les éoliennes. C'est une fois qu'elles arrivent à terme. Là, bien sûr, mais vous savez, la durée de vie d'une éolienne, c'est pas énorme. C'est à peu près une dizaine d'années. Et lorsqu'elle reste sur des terrains de petites communes, etc., et qu'elle laisse ces petites communes, dont les budgets sont restreints, elle leur laisse à la charge le démontage de celles-ci, c'est très problématique. Donc ça veut dire que le coût, c'est à la charge des entreprises. Parce que c'est pas rien, le coût de démonter des éoliennes. Donc c'est chaque entreprise qui paye. C'est pour ça que nous souhaitons changer les règles du jeu. Juste pour terminer dans ce registre, vous dites changer les règles du jeu. Est-ce que ça veut dire que vous resterez dans l'accord de Paris si vous étiez au pouvoir? Et est-ce que vous modifieriez quoi que ce soit, et notamment sur la tenue du calendrier? Est-ce que vous le respecterez? Non, mais voilà, on reste dans l'accord de Paris, puis on va regarder si le calendrier, est tenable pour la France. Avec moins de renouvelables. On va le regarder. Écoutez, sincèrement, il faut regarder si en tout point il l'est. Il y a peut-être des points dans lesquels il ne l'est pas, mais il y a peut-être des points dans lesquels il faut accélérer. Moi, je ne suis pas persuadé que, par exemple, on parlait d'hydrogène tout à l'heure, je pense que là, il faut accélérer, voyez-vous. Et je ne suis pas persuadé que dans l'accord de Paris, on parle de l'hydrogène à ce point. Donc vous le remodelez quand même. Oui, mais c'est ça l'intérêt d'arriver aux responsabilités. C'est de pouvoir réentamer non pas des négociations, mais des dialogues sur le rythme. Il faut que ce soit tenable. Et d'ailleurs, j'ajoute que c'est un peu une manière d'en sortir. Quand non, pas du tout. Pas du tout. Là, maintenant, je vous dis, on n'en sort pas. Les objectifs sont les mêmes. Mais la France n'est pas un mauvais élève. Mais attendez, on peut regarder les choses. Et puis pourquoi on peut changer le rythme d'un calendrier? Parce que aussi impacté par la crise que nous connaissons, peut-être que ce risque n'est pas tenable. Pourquoi s'enfermer dans un calendrier s'il n'est pas tenable alors qu'il y a une crise économique qui frappe à la porte, ou en tous les cas une crise de pouvoir d'achat très importante? Donc voilà, on ne sort pas de l'accord de Paris, on n'en change pas les objectifs, on peut peut-être en changer le cadencement selon ce que nous vivons ici aujourd'hui. Autre sujet sur lequel Marine Le Pen semble avoir évolué, pour ne pas dire reculé ces derniers jours, c'est l'interdiction du voile dans l'espace public. Est-ce que, si Marine Le Pen est élue, vous interdirez le voile dans tout l'espace public durant votre quinquennat? Bon, vous savez, c'est pas un quiz. Nous, on a un objectif. Moi, je pense qu'il faut toujours rappeler les objectifs. L'objectif, c'est lutter et éradiquer l'islamisme en France. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. Et en premier lieu, probablement, de nos compatriotes de confession musulmane. Éradiquer l'islamisme, ça passe d'abord par quoi? Fermer les mosquées radicalisées. Interdire le salafisme, qui est une idéologie. On a déjà interdit des idéologies dans notre pays, et tant mieux. Arrêter le subventionnement, le financement de structures qui ont un lien avec l'islamisme, l'islam radical. Une fois qu'on a fait ça, vient la question du voile qui va se poser. Parce que moi, je crois que la loi est nécessaire. La loi pour l'interdiction du voile, elle est nécessaire. D'abord pour libérer les femmes qui se trouvent enfermées obligatoirement par des pressions familiales, communautaires, affectives de ce voile qui est aujourd'hui un symbole de l'islamisme. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, on sait bien que le voile est brandi par certaines comme un symbole de l'islamisme. Donc il faudra une loi pour interdire le voile, évidemment. Mais comment elle va passer cette loi? Puisqu'interdire le voile dans tout l'espace public, c'est quand même contraire à la liberté religieuse. Non, vous savez, ça, c'est le rôle du Parlement. C'est le boulot du Parlement. Vous savez, on a fait des lois en France qui ont été amenées à contrôler des gens pour savoir s'ils sortaient à 5 km de chez eux au moment du Covid. On a fait des lois sur la ceinture en disant ce sera jamais appliqué, jamais applicable. Moi, je crois, je vais vous dire, au bout d'un moment, qu'à partir du moment où il y a une loi, le voile va finir par tomber à partir du moment où on a éradiqué l'islamisme dans notre pays. Donc là, vous dites, ça ne sera pas Marine Le Pen, on s'en remet au Parlement.
sur cette question du voile. Le Parlement donnera, j'espère, une majorité à Marine Le Pen, mais ce sera le boulot. Enfin, l'Assemblée nationale, le Sénat ne donnera pas une majorité à Marine Le Pen. Pour l'instant, ce sera en tous les cas au Parlement de construire la loi dans ce qu'elle a d'applicable. Mais je crois qu'il faut aller vers cette éradication du voile islamique, du hijab. En réalité, il est là le symbole. C'est le hijab dans la société que nous souhaitons éradiquer. Donc ça sera une loi qui sera présentée quand? Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que ça sera dans plusieurs mois? D'abord, vous savez, il y a le référendum sur l'immigration qu'on veut faire passer. On a un calendrier et les Français peuvent prendre connaissance de ce calendrier facilement puisqu'il est dans la profession de foi de Marine Le Pen qui est livrée dans toutes les boîtes aux lettres là au moment des élections présidentielles. On a d'abord un calendrier qui est le référendum sur l'immigration, savoir qui entre, qui se maintient, qui sort, qui acquiert la nationalité française. On va y venir, mais juste dans la loi, ça sera l'interdiction pour tous les musulmans, parce qu'on a entendu Marine Le Pen s'adresser à une grand-mère ce week-end et dire mais non, vous c'est pas pareil, vous votre voile vous avez le droit de le porter. On souhaite interdire le voile islamique. Donc le Parlement définira quelles sont les représentations physiques de l'islamisme. Vous savez, on a dans la loi une définition très précise de ce que sont les représentations physiques de certaines idéologies qui sont interdites en France. Alors c'est quoi la représentation physique de l'islamisme? Il suffit de prendre la loi, c'est le hijab. Le hijab, c'est d'ailleurs exactement ce qui est revendiqué par les islamistes. Vous êtes en train de nous dire qu'en fait, ce ne serait pas une interdiction du voile au sens stricto sensu. Du voile islamique, du hijab. Mais donc de certaines formes... Dans l'ensemble de l'espace public, l'interdiction du hijab, oui. D'accord. L'autre question, c'est la priorité nationale. Alors la priorité nationale, c'est un des points qui fait partie du fameux projet de loi sur l'immigration que vous souhaitez mettre en place dès l'instauration, enfin dès l'arrivée au pouvoir via référendum. Ce projet de loi, il touche à énormément de points de la Constitution. Il y a de nouveaux articles, un certain nombre d'articles qui sont retouchés. Il est très large. Est-ce que vous pensez vraiment que cet ensemble-là puisse passer le filtre du Conseil constitutionnel, notamment? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, si on ne le pensait pas, nous n'aurions pas travaillé et proposé ce référendum. Vous avez un certain nombre de constitutionnalistes qui disent le contraire. Et d'autres disent le contraire. J'ai vu des constitutionnalistes de très bonne aloi, de très bon niveau, dire qu'effectivement, avec l'article 11... C'est pas un tout petit ajustement que vous voulez faire. C'est vraiment une réécriture de la Constitution. Enfin, non, c'est pas une réécriture de la Constitution. Vous ajoutez des articles complets. Il y a eu, je crois, en 20 ans, de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, 5 retouches de la Constitution. Ouais, c'est pas une retouche, on est d'accord. C'est une modification de la Constitution, mais on reste dans le cadre de la Ve République et de notre Constitution. Et une modification profonde, notamment sur la priorité nationale. Vous ne parlez plus de préférence nationale, mais de priorité nationale. Comment est-ce que vous allez mettre cette chose-là en œuvre concrètement ? La priorité nationale, ce n'est pas l'exclusivité. Ça veut dire tout simplement qu'en termes d'emploi ou de logement, je prends ces deux parce que c'est le quotidien des Français, lorsqu'il y a une possibilité, une offre d'emploi, une offre de logement, eh bien prioritairement, les citoyens nationaux y ont accès. Ça n'exclut pas les autres. Ça veut dire que prioritairement, et je vais vous dire sur le logement... La façon dont le texte est rédigé, ça donne quand même discrétion au futur gouvernement pour décider quels sont les emplois dont les étrangers pourraient être exclus. Mais ça existe déjà. Mais qu'est-ce que vous faites avec les binationaux, par exemple ? Nous, on ne touche pas à la binationalité, donc ils sont pas concernés. Je veux dire, ils ont le même accès d'emploi. Mais ils sont de quel côté ? C'est ça qu'on ils sont comprend pas bien. binationaux, donc ils sont français. Voilà. Non, mais il n'y a pas de problème avec les binationaux, puisque... dans le texte tel qu'il est rédigé, vous pourriez aussi décider de priver les binationaux d'un certain nombre de droits. Ce n'est pas le cas, monsieur. Aucun problème avec les binationaux. Et je vous dis simplement, tout ça existe déjà. Par exemple, la priorité nationale, on le sait, elle existe dans la fonction publique pour les emplois, mais par exemple, une priorité nationale toute bête qu'on connaît tous, c'est le droit de vote. C'est une priorité nationale. Et vous regarderez, le droit de vote, notamment aux élections européennes, il est ouvert aux citoyens européens. Donc, vous voyez, il y a des choses qui, déjà, dans notre pays... Ça, vous n'y toucheriez pas ? Bien sûr que non. Mais ça veut dire que la priorité nationale, elle concerne que les Français. Par exemple, vous ne faites pas de distinction entre les étrangers et les citoyens communautaires. Non, mais elle concerne les Français. La priorité nationale, à partir du moment où vous êtes ou français ou franco-marocain, franco-espagnol, franco-grec, vous êtes concerné par cette priorité nationale. C'est-à-dire qu'on part d'une logique qui est très simple, logique qui existe d'ailleurs, par exemple, au Canada ou en Suisse, qui ne sont pas des dictatures, qui sont de grandes démocraties, eh bien on part d'une priorité, d'une logique simple. Quand vous êtes national, citoyen de la nation française, vous avez plus de droits que lorsque vous ne l'êtes pas. Et faire passer le droit français, donc en modifiant la Constitution, au-dessus d'un certain nombre de traités internationaux déjà ratifiés par la France, est-ce que de facto, c'est pas une façon de les remettre en cause et de s'en affranchir? Alors, deux choses. De manière dans les unilatérale. traités qui nous lient à l'Union européenne, rien ne l'interdit. Nous avons évidemment regardé ça avec attention. Et même l'Allemagne. L'Allemagne a une constitution, elle a aussi d'ailleurs une cour constitutionnelle, qui indique qu'un texte est
étranger, européen, en tous les cas non national, n'a pas à s'imposer à la Constitution allemande. Donc on s'est dit que ce qui marchait pour l'Allemagne pouvait peut-être marcher pour la France. Mais c'est vrai que dans votre programme, alors il n'y a plus du tout la sortie de l'Union européenne, mais on a l'impression que mesure par mesure, de facto, ça amènerait la France à sortir de l'Union européenne, puisque vous vous affranchissez de pas mal de règles de l'Union européenne quand même. Non, simplement on demande qu'elle bénéficie davantage à la France. Vous savez, je regardais, il y a eu 5 États membres qui ont bénéficié par exemple d'un rabais, notamment pour accepter le plan de relance, d'un rabais de leur cotisation, on va dire, à l'Union européenne. Nous, c'est exactement ce qu'on demande. Il y a eu 5 États membres, là, ces dernières années, qui ont obtenu ça. C'était l'Allemagne, c'était l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark. Pourquoi est-ce que la France ne pourrait pas obtenir aussi un rabais de sa cotisation à l'Union européenne, puisqu'elle cotise beaucoup plus qu'elle ne reçoit, comme les autres, et également exactement pour les mêmes raisons? On va parler du pouvoir d'achat, puisque c'est évidemment la préoccupation première des Français. Votre mesure phare, c'est la baisse de la TVA, voilà, la suppression pour certains produits. Alors, vous promettez une mesure immédiate, mais juste comment elle peut être immédiate? Alors, pour faire ça, il faut passer par la loi, et que le Parlement ne va pas siéger avant fin juin. Non, mais on fera une loi de finances, bien entendu, mais la baisse de la TVA sera proposée au Parlement immédiatement. Ça veut dire que ça ne sera pas appliqué pour les Français avant, au mieux, fin juillet? Écoutez, en tous les cas, immédiatement, ça peut aller très vite. Effectivement, il y a peut-être un mois de décalage, mais c'est la première décision forte que nous allons prendre. La baisse de la TVA à 5,5, c'est un choix politique. Là encore, tout n'est que choix politique, finalement, en politique. C'est 9,5 milliards la baisse de la TVA. Donc ce n'est pas neutre. C'est un choix que nous avons financé, mais nous souhaitons que ce soit pérenne. Parce que l'énergie, le chauffage, l'essence, ce sont des biens nécessaires à la vie, des biens de première nécessité. Et nous considérons qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui doivent choisir entre se chauffer et se nourrir. Donc nous voulons quelque chose de pérenne. Nous voulons absolument faire baisser les taxes sur ces biens d'énergie. Si c'est pérenne, ça ne posera pas de problème avec l'Union européenne, ou est-ce que vous allez avoir des choses à négocier? Non, pas du tout. Non, pas du tout. L'Union européenne a même incité d'ailleurs, puisqu'il faut demander l'avis à l'Union européenne avant ou même après. C'est un avis. Et l'Union européenne a même insisté. Ils ont sorti, un texte, une délibération à ce sujet, indiquant qu'en ce qui concernait justement la baisse de la TVA sur les prix de première nécessité, ils y étaient plutôt favorables. L'autre question, c'est la question des retraites. Grande divergence là-dessus avec Emmanuel Macron. Alors vous dites c'est 60 ans pour les gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans et 62 ans au-delà. Est-ce que privilégier l'âge d'entrée sur le marché du travail et pas les questions de pénibilité, c'est pas injuste socialement? C'est-à-dire ce que vous reprochez à Emmanuel Macron, une mesure injuste socialement? Non, mais on privilégie exactement les questions de pénibilité parce que plus on commence tôt, plus souvent, c'est parce qu'on fait un travail qui est pénible et difficile. Souvent, mais pas tout le temps, Sébastien Chenu. Vous pouvez avoir un travail difficile et commencer à le faire à 22, 23 ans. Mais bien sûr, mais ça, les clauses de pénibilité, elles existent tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez commencé à travailler tôt, vous devez avoir la possibilité de partir plus tôt. 40 annuités, 60 ans. Et après, vous l'avez dit très justement, le système devient progressif. Moi, ce que je ne comprends pas dans ce que nous propose Emmanuel Macron, c'est que, vous savez, il y a 40% des gens qui, lorsqu'ils partent en retraite, sont au chômage. Donc ça veut dire que si vous repoussez la retraite à 65 ans, on va payer au chômage, la société va prendre en charge des gens qui sont au chômage beaucoup plus longtemps. Donc le coût en plus de ce que propose Emmanuel Macron, non seulement il est injuste socialement, mais il est fort coûteux pour les finances publiques. Donc nous on en revient à un système qui est celui que vous avez énoncé, 40 annuités, 60 ans avant 21 ans, puis après progressif. Et d'ailleurs, dans la progressivité de ce système, vous gagnez encore aujourd'hui des années par rapport au système actuel. Mais avec quelle pension? Avec quel montant de pension vont partir les gens qui partent à 60 ans? Pas moins de 1 000 euros. C'est l'engagement de Marine Le Pen. Pas de pension en dessous de 1 000 euros. Il y aura toujours des décotes dans votre Non, pas dans notre système. Dans notre système, il n'y aura pas de possibilité de partir avec une pension inférieure à 1 000 euros. Mais vous voyez... Oui, mais vous ne partirez pas avec une pension complète à 60 ans. C'est exact. À partir du moment où vous avez vos 40 annuités. Mais vous savez, c'est là encore un choix de société. En fait, lorsque Emmanuel Macron vous dit 65 ans, je viens de vous expliquer que ça allait en plus coûter très cher et que c'était antisocial. Et lorsque nous disons 40 annuités, 60 ans avec 40 annuités, c'est un choix de société. Et comment on le finance? On le finance par plusieurs leviers. Il faut activer évidemment par l'emploi. On est en train de nous dire que le chômage a baissé. Youpi, on va pouvoir le faire. Donc, si le chômage continue de baisser... Juste un mot là-dessus, vous aussi, vous promettez le plein emploi d'ici la fin du quinquennat? On promet le plein emploi, on promet de tout faire pour qu'effectivement, il y ait le plus grand nombre d'emplois qui soient pourvus par des gens qui en cherchent, c'est-à-dire rendre raccord les recherches et les demandes. Je vous rappelle qu'il y a 130 000 emplois qui sont nous pourvus actuellement. Il y a un problème sur l'apprentissage et la formation. Ça, il faut le faire.
la baisse de l'inégalité entre les hommes et les femmes, les salaires hommes et femmes. Ça aussi, ça permet de faire rentrer de la cotisation. Et puis, une politique de natalité qui n'a pas été tentée encore dans notre pays depuis fort longtemps. Souvent on en parle, c'est un peu une arlésienne. On dit en France, oui, il faudrait relancer beaucoup la natalité. On a des dispositifs dans notre programme qui permettent cette politique de natalité parce que je pense que sur ce financement des retraites, il y a des leviers activés à court terme, je viens d'en citer, à moyen terme et à long terme. Oui, mais juste pour finir là-dessus, vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent au-delà de 62 ans parce qu'ils veulent avoir des pensions plus grandes. En quoi, dans votre système, ces gens-là ne seraient plus obligés de travailler au-delà de 60 ou 62 ans ? Mais parce qu'à partir du moment où vous avez 40 annuités, quel que soit le moment où vous êtes sorti sur le marché du travail, vous pouvez partir en retraite. Donc ces 40 annuités, c'est ça la base du système. On termine par la campagne. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur la manière dont Marine Le Pen se prépare pour le grand débat à l'entre-deux tours qui aura lieu demain ? Assez classiquement. Je pense qu'en fait, ça fait naître beaucoup de fantasmes, ces préparations de débat, un sosie d'Emmanuel Macron, elle est cachée dans je sais pas quoi. Non, tout ça est classique. Marine Le Pen se prépare, je crois qu'elle lit... Il y a un gros enjeu quand même. Bien sûr. Il y a aussi la revanche de 2017. Elle prend ça très au sérieux, mais je suis persuadé que le président de la République se prépare de la même façon en prenant les choses au sérieux. Donc Marine Le Pen est lucide sur ce qui n'a pas marché, et l'idée c'est quand quelque chose n'a pas fonctionné, ce n'est pas de refaire la même erreur. Donc elle est très lucide. Elle se prépare sérieusement. Qu'est-ce qui n'avait pas marché en 2017 ? Je crois que la forme l'a emporté sur le fond. Parce que lorsque Marine Le Pen, par exemple, a dit que Emmanuel Macron, ce serait la brutalité, les Français tous contre tous, nous l'avons vu en 5 ans. Ça a été un quinquennat de brutalité, un quinquennat de mépris des Français. Mais je pense que ça avait été effacé à travers une forme qui, effectivement, n'était pas au niveau de ce qu'on attendait d'un débat présidentiel. Donc là, elle s'est beaucoup plus préparée sur la forme. Oui, puis il y avait un axe stratégique qui, je crois, avait été choisi, qui n'avait pas été le bon. Marine Le Pen souhaitait montrer qui était Emmanuel Macron, le démasquer, alors qu'en fait, on attendait d'elle plutôt qu'elle montre qui elle était elle-même et ses propres arguments. Donc ça veut dire que demain, ça sera ça ? Ça sera développer votre vision, développer votre programme plutôt que d'attaquer Emmanuel Macron ? C'est exactement ce qu'on attend d'un débat présidentiel, de vision de la société, de projet, savoir où on nous emmène et comment on nous y emmène, avec aussi quel type d'individu à la tête de l'État. Comment les Français vont être considérés ? Je pense que... Quel type d'individu à la tête de l'État ? Vous donnerez quelques indications, par exemple, là-dessus ? Oui, mais c'est aussi le rapport à la fonction. Moi, quand Emmanuel Macron pose à moitié nu dans les jardins de l'Élysée, je ne suis pas sûr qu'il ait tiré la fonction présidentielle vers le haut. Je crois que ça a choqué beaucoup de Français. Lorsqu'il envoie les CRS contre les pompiers, je ne suis pas sûr qu'il ait pris soin du peuple français. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait enfin une présidente qui aime et qui respecte les Français. Elle donnera des éléments sur son gouvernement. En 2017, elle avait annoncé avant le second tour... oui, mais c'est parce qu'il y avait une négociation. Oui, mais il y avait une négociation avec un parti. Mais regardez, aujourd'hui... Donc là, elle ne fera pas la même chose cette fois-ci. Emmanuel Macron négocie pas avec Yannick Jadot, j'imagine. C'est pas le sujet du débat que d'annoncer une liste de gens. Et d'ailleurs, les ministres d'Emmanuel Macron, on les a découverts après qu'Emmanuel Macron soit élu, car je ne suis pas persuadé que grand monde connaissait Blanquer, Agnès Buzyn, Frédéric Vidal et autres. Vous savez, autour de Marine Le Pen, il y a des hommes et des femmes, certains sont un peu connus, Jean-Paul Garot, Hervé Juvin, etc., qui ont des compétences techniques sur un certain nombre de c'est-à-dire qu'elle a déjà dit que Jean-Paul Garot serait son garde des Sceaux, qu'Hervé Juvin serait sans doute son ministre de l'écologie. Elle donne des noms. Mais alors pourquoi elle donne pas son Premier ministre ? D'abord parce que je pense qu'elle veut le préserver. Je pense qu'elle veut aussi lui donner la possibilité d'assumer pleinement sa fonction de constituer un gouvernement et pas de lancer une liste de noms. Un dernier mot, juste, vous avez mis des conditions à ce débat ? Des conditions, non. On s'est entendu, le président de la République et nous, sur des données techniques, sur les journalistes qui sont là, comme ça se fait traditionnellement. Peut-être que ça pourrait évoluer d'ailleurs à l'avenir, ce genre d'entente avant le débat. Mais pas de conditions. On a retravaillé la liste des sujets qui sont soumises à débat. On l'a retravaillé avec effectivement les équipes d'en face aussi. Retravailler, ça veut dire que vous n'avez pas suivi la liste des deux présentateurs ? On a chacun fait, je ne sais pas si c'est des modifications, mais d'ordre. On a souhaité faire entrer, par exemple, on a souhaité que la thématique jeunesse et éducation soit présente. Elle ne l'était pas. Un dernier mot, Stéphane. Sur l'entourage présent et futur de Marine Le Pen, vous avez un certain nombre de cadres du Rassemblement national qui sont partis chez Éric Zemmour pendant la campagne. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de gratter à la porte pour revenir ? Est-ce que vous les reprendrez ou pas ? Qu'est-ce que vous avez décidé par rapport à ça ? Écoutez, on veut faire un gouvernement d'union nationale, donc on ne va pas s'enfermer dans de la tambouille politicienne. C'est union nationale sans les zémouristes, si on a compris. Non, je crois que, vous savez, tout le monde est bienvenu. Mais Marine Le Pen a dit pas Éric Zemmour, pas Marion Maréchal. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai accueilli avec beaucoup de bienveillance le soutien des équipes d'Éric Zemmour. Et cet après-midi, voyez-vous, j'ai 2
rendez-vous avec des députés qui viennent de la majorité d'Emmanuel Macron, qui ont envie de discuter. Je trouve que c'est intéressant de faire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des discussions avec des députés de La République En Marche, ce que vous nous dites ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été tellement déçus, tellement horrifiés, tellement scandalisés par la méthode et par le peu de résultats du quinquennat d'Emmanuel Macron qu'ils se disent que finalement... Et de députés qui veulent venir dans votre gouvernement ? On n'en est pas là, et c'est pas moi qui vais mener ce genre de négociation. Je vous demande un nom quand même, on ne sait jamais. Non, et c'est surtout pas à moi de le faire. C'est surtout parce que je veux dire, c'est qu'on est des gens ouverts, on discute avec tout le monde, ce qu'on veut, c'est redresser notre pays. Merci Sébastien Chenu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On regarde la une de Ouest France, pouvoir d'achat, ce que les candidats proposent. Merci Sébastien Chenu d'avoir été notre invité porte-parole de Marine Le Pen.